Bonjour à tous et bienvenue sur Chef, le podcast du management positif. Je m'appelle Sophie Plumer, je suis RH et manager et passionnée par les sujets de management. Avec Chef, je pars à la rencontre de managers et de leaders audacieux et bienveillants pour m'inspirer et améliorer mes pratiques de management. Alors je me suis dit que j'allais partager ce contenu avec vous. Plutôt sympa, non ? Allez, je vous embarque. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 20e et dernier épisode de Chef. Enfin, pas vraiment le dernier, mais le dernier de la saison 1, je vous rassure. Pour vous présenter l'épisode du jour, je voulais vous parler du tout premier épisode de Chef, dans lequel j'avais reçu Charlotte Cadet, la cofondatrice de Celency, le site de brocante en ligne. Dans ce premier épisode, nous avions parlé de comment elle avait appris à être chef à la sortie de l'école. Ensuite, dans le courant de l'année, j'ai abordé plein de thématiques différentes pour vous aider à grandir et à vous développer dans votre rôle de chef. Mais pour clôturer cette saison, j'avais envie d'un thème spécial. Et puis un jour, j'ai rencontré Laurent Brouat et c'est devenu lumineux. L'histoire de Laurent, c'est l'histoire d'un chef d'entreprise même, qui a décidé de ne plus l'être, qui était malheureux dans ce rôle et qui a eu le courage et l'audace de privilégier son bonheur. Il me raconte son histoire avec beaucoup de simplicité et d'honnêteté. Le message derrière cet épisode, ce n'est pas que je veux vous inciter à ne plus être chef, mais au contraire, c'est un message d'espoir pour tous ceux qui ne se sentent pas forcément à leur place, en tant que chef, mais pas que, et qui ne savent pas comment changer de place. C'est aussi un message pour tous les managers, de personnes qui ne se sentent pas à leur place, pour les accompagner dans leur chemin. Je vous laisse écouter ma conversation avec Laurent Brouat, et je vous retrouve en fin d'épisode pour le débrief. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue sur Chef. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Brouat. Salut Sophie. Salut, bienvenue. Laurent, donc tu venais de me dire que tu étais breton toi aussi, donc ça sera une interview plein de beurre salé. Il y a la petite bretonne et il y a le petit breton. Alors les gens voient pas, mais t'es en t-shirt avec petit. Exactement, j'ai un t-shirt écrit petite bretonne, parce que quand je suis pas en Bretagne, faut quand même que je revendique d'où je viens. Laurent, on va revenir un peu sur ton parcours, mais t'as eu plein d'expériences super intéressantes. En ce moment, t'es podcasteur. Ouais. Et t'es le créateur du podcast L'Apprenti, dans lequel tu contes les histoires d'entreprises et d'entrepreneurs. Je veux dire quoi, les histoires croustillantes d'entreprises et d'entrepreneurs, c'est ça? Et tu nous les fais découvrir à travers un peu un conte. Toi, tu penses à Jeff Bezos tout de suite. Ouais. Je rigole. Oui, parce que c'est vrai que j'ai bien apprécié cet épisode, mais il y en a d'autres. Donc voilà, donc ça c'est ce que tu fais en ce moment. Et puis avant de créer L'Apprenti, tu étais entrepreneur et tu as créé l'école du recrutement que tu as dirigée pendant une bonne dizaine d'années, c'est ça? Au total, 10 ans, ouais. Et donc en fait, on est ensemble aujourd'hui, pas tant pour parler de recrutement, mais pour parler de management, de leadership et aussi de finalement sortie de ce rôle de leadership. Comme on est sur chef, on va dire le fait d'être chef et de ne plus être chef et d'accepter de ne plus être chef, puisque ça a été ton histoire. C'est ton histoire avec l'école du recrutement où t'as créé, t'as dirigé et puis t'es sorti. Exactement. Bonjour à tous déjà, bonjour à toutes. Effectivement, j'aime bien la thématique, puisque ta thématique me parle énormément. Et c'est vrai que cette problématique de chef, c'est une problématique que je me suis posée pendant de nombreuses années. Donc il y a eu tout un parcours, mais je vais peut-être détailler après par rapport à ce que tu vas me poser, mais qui a pas été simple pour moi et je pense que je suis mieux seul qu'en étant chef. Et ça a été une phase de renoncement, une phase d'admettre qui je suis vraiment. Ça c'est un travail sur moi-même en fait, qui prend du temps et qui est arrivé à un dénouement. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est bien aussi de donner le côté pile de la pièce, que les phases d'ailleurs plutôt que le côté pile, dans le sens où on croit que tout le monde veut être chef, mais en fait il y en a qui deviennent chefs et qui ne voulaient pas l'être, et c'est un peu mon histoire. Et tu vas nous la raconter. Exactement. Peut-être avant de rentrer dans ce vif du sujet, est-ce que tu peux me dire quelques mots de L'Apprenti et comment t'es venue cette idée de conter les histoires d'entreprises et d'entrepreneurs? Donc comme tu le sais, je suis breton. Et que nous, dans les années 80, je suis désolé, ça fait vieux, hein, quand on allait en vacances, parce que mon père vient du sud-ouest, donc à côté d'Agen, on y allait en voiture.
Et quand on sort de la Bretagne pour aller où que ce soit, je dirais qu'il y a toujours de longues heures de voiture. C'est vrai. C'est assez loin de tout. Et du coup, quand on allait en voiture, on faisait deux choses. Parce qu'on était deux garçons derrière. Sinon, aujourd'hui, il y a les tablettes. Avant, il n'y avait pas les tablettes. Donc, on faisait deux jeux. Le premier jeu, c'était on voyait passer les voitures, on regardait les plaques d'immatriculation. On devait deviner le département. Ça, c'était un de mes jeux favoris. Moi, je le fais toujours. Ah ouais, bah tu le fais toujours. Voilà. Et on avait un deuxième jeu qui n'était pas vraiment un jeu. C'est que mes parents mettaient la radio. Je crois que à l'époque, c'était Europe 1. Et ils mettaient Pierre Bellemare. Et il mettait les histoires de Pierre Bellemare, et en fait cette voix-là nous a bercé toutes nos vacances, parce que pour aller de Bretagne dans le sud-ouest à l'époque, c'était à peu près 8 heures de voiture. Aujourd'hui, à peu près on met 5 heures, mais un peu moins de temps. Et sur les 8 heures, on passait à, je sais pas, au moins une heure et demie à chaque fois, aller, retour avec Pierre Bellemare. Et et cette voix m'a marqué parce que c'était une histoire, je m'immergeais dedans, j'étais collé à mon siège auto et je me disais, ah, c'est génial, c'est quoi ce truc-là? J'avais une dizaine d'années, hein, attention, je n'étais pas petit, parce que l'histoire de Pierre Bellemare, c'est flippant quand même, hein, donc on peut pas le faire écouter à des trop jeunes, mais c'était la voix, c'était le ton, c'était ces histoires-là que j'ai voulu retrouver, et dans un mouvement un peu thérapeutique. C'était aussi pour moi une façon de raconter ma propre histoire. En racontant l'histoire des autres, c'était une façon de raconter mon histoire, en montrant que les histoires d'entrepreneurs, c'est des choses de tous les jours, c'est des histoires qui peuvent changer la vie des gens qui y a autour de soi. Et je me dis qu'indirectement, j'ai aussi changé la vie des gens que j'ai embauchés à un moment donné. Il y en a plusieurs qui me l'ont dit, ça m'a aussi touché. Donc je me suis dit, plutôt que de faire toujours des crimes ou des histoires extraordinaires, on peut aussi raconter des histoires d'entrepreneurs. Et c'est vrai que je raconte plutôt en ce moment des histoires d'entrepreneurs à succès ou pas à succès, hein, il y a de tout, hein. J'ai parlé l'autre fois de Mon Docteur versus Doctolib, qui est je trouve une histoire vraiment intéressante, qui fait que pourquoi Doctolib a gagné. Mais au final, vraiment, c'est de raconter en narration les histoires, et c'était de jouer avec ma voix, de trouver une façon de raconter l'histoire. Et pour tout vous dire, avec Sophie, là on est à Paris, et cette semaine je suis une formation voix off. Donc je travaille énormément la voix, parce que je pense que c'est un médium qui est hyper important, et mon objectif, je vous l'annonce, hein, tout de suite, c'est vraiment d'essayer d'atteindre mon nirvana. Pierre, si tu m'entends, Pierre Bellemare, être un peu le Pierre Bellemare des histoires d'entrepreneurs. Et j'en suis à 17 ou 18 épisodes. Ça marche bien. J'essaye un peu de développer mon audience, mais petit à petit, c'est le bouche-oreille. Bah, comme tu le sais, hein, ça prend du temps, de l'énergie pour se développer, mais je prends plus en plus de plaisir, parce qu'il y a à la fois de la recherche, de la lecture, de l'écriture, et je passe beaucoup de temps seul, et des temps longs seul, et c'est quelque chose que je recherchais aussi. Ouais, en tout cas, je vous invite vraiment à écouter les histoires que Laurent nous conte, parce que moi je me régale à chaque fois, et c'est les dessous de l'entreprise, des choses qu'on connaît pas, et en plus c'est super bien raconté, parce que même si tu travailles sur ta voix, t'as déjà une belle voix, une belle diction, et c'est très agréable à entendre. C'est bien, j'ai des progrès à faire. Alors, tu remarqueras d'ailleurs que ma boîte s'appelle l'apprenti. Donc, le podcast et la boîte s'appelle l'apprenti, c'est parce que cet amour de l'apprentissage, je crois que ça fait partie des questions, mais c'est aussi de me remettre en question en permanence, d'apprendre, d'aller chercher les choses où je peux progresser. Parce que si je fais un truc bien, si je veux atteindre le niveau de Pierre, j'ai encore beaucoup de travail. Alors, j'ai pas sa voix, malheureusement, mais il faut que je joue avec mes atouts, et ça m'empêche pas de travailler et d'apprendre. Et oui. Ça fait la bonne transition avec la question que je voulais te poser, qui est finalement un peu ma question rituelle pour démarrer mes interviews. Je cherche à comprendre qui j'ai à l'autre bout du micro. Est-ce que tu peux me dire, toi, quel entrepreneur tu es? Qu'est-ce qui te caractérise peut-être? Qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Moi, j'ai lu deux choses. J'ai lu que tu viens de le dire, que tu aimais beaucoup apprendre, et que tu aimais aussi beaucoup être libre. Est-ce que tu peux nous dire qui est Laurent Brouard? Bah, écoute, je pense que c'est la bonne définition. J'ai toujours créé mes boîtes en faisant ce que j'ai envie, en fait. Et en faisant ce que j'ai envie, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais des fois ça marche. C'est ce qui s'est passé avec l'école de recrutement, c'est que j'ai fait des articles, j'ai commencé à faire des conférences, faire des formations. Avec mon associé, on a développé des grosses conférences. Donc petit à petit, on a trouvé des clients. Une fois qu'on a trouvé des clients, on s'est dit il va falloir avoir des salariés. Enfin, tu vois, il y a eu ce côté-là. Et je pense que l'entrepreneur que je suis
je vais pas dire que je suis un entrepreneur fou, un peu foufou, mais un petit peu quand même, dans le sens où je crée, je fais plein de choses, je vois ce qui marche et après je vais dans ce qui marche. Et effectivement, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de sans arrêt de lire, j'ai besoin d'être immergé, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de ce côté apprendre et apprentissage. C'est pas une valeur, c'est une façon d'être chez moi. C'est pire qu'une valeur, tu vois. Donc si je n'apprends pas, c'est pas bon signe pour moi. Et c'est ce qui m'est arrivé peut-être à la fin aussi de mon aventure à l'école de recrutement, c'est que je n'apprenais plus et du coup je pense que j'avais une forme de, je vais dire que je dépérissais, mais j'étais vraiment pas bien, mais ça on va en parler. Et la deuxième valeur effectivement c'est la liberté. J'ai besoin de faire ce que j'ai envie et quand j'ai envie, enfin c'est une évidence, mais je fonctionne pas moi si on me donne des KPI, je fonctionne pas si on me dit il faut que tu fasses ça de telle façon. J'ai besoin de le faire à ma façon, j'ai besoin de m'approprier les choses et à chaque fois, enfin en tout cas j'ai eu des bons managers, mais je ne m'épanouissais pas autant que quand je suis seul, parce que quand je suis seul, je peux vraiment expérimenter et à partir de mes expérimentations, je peux aller dans l'endroit qui va me convenir le mieux. Et c'est cette liberté qui me permet de le faire. Je comprends parce que moi je fonctionne aussi avec ces deux valeurs. Enfin, j'en ai peut-être un peu moins pris conscience que toi, mais ça me parle beaucoup ce que tu dis. J'aimerais qu'on revienne sur ton rôle de chef de l'école du recrutement. Donc tu crées l'école du recrutement en octobre 2010. Tu la développes pendant 10 ans. Je crois qu'au moment où t'es parti, vous étiez une petite quinzaine de salariés, c'est ça ? Je crois qu'on était 13, je veux pas te dire de bêtises, maintenant ils sont 16 je crois. Ok. Et donc à ce moment-là, t'es chef d'entreprise. Qu'est-ce que tu as appris sur la posture de chef, sur le rôle de chef, de manager, pendant cette expérience et peut-être aussi pendant tes expériences précédentes ? Alors moi ça va être très simple, je ne voulais pas être chef. Et pendant très longtemps, quand les gens avec lesquels je travaillais me disaient chef, c'était devenu une blague parce qu'ils savaient que je détestais ça. Pour moi, en fait, les gens qui travaillent avec moi, c'est plus des collègues, des gens avec lesquels je travaillais. Chacun savait ce qu'il voulait faire. Et pendant longtemps, j'ai rejeté ce terme de chef et rejeté même la fonction de chef. À tel point que, à un moment donné, ils me disaient bon, bah c'est bon, Laurent, ok, mais il faut quand même que il y ait un capitaine. Dis-nous comment on fait, c'est quoi. Il a fallu que je me réapproprie un peu parce que quand on est à 2-3, ça allait encore. Mais 4-5, ça commençait à être limite. Et alors au-dessus de 6-7, c'était fini. Je pouvais plus me cacher, faire mes trucs dans mon coin. Je devais un peu prendre ce rôle de chef. Et du coup, je me suis retrouvé à taper à la porte d'un coach. Attends, faut pas que je dise des bêtises. En 2015. Donc j'arrive chez un coach, je dis bonjour, voilà, j'ai un problème. Il me regarde, ah, c'est quoi votre problème, Laurent ? Je dirige une boîte, mais en fait, j'ai pas envie d'être chef. Je fais quoi, docteur ? Et du coup, on a travaillé pendant 3 ans ensemble pour justement m'approprier ce poste de chef, cette posture, c'est pas ce poste, cette posture de chef. Et petit à petit, je me la suis appropriée, animer des réunions. J'ai commencé à prendre la place, mais pas totalement. Tu vois, j'ai jamais été totalement à l'aise dans ce job-là. C'est marrant parce que c'était très symbolique, mais en 2018, j'ai fait un truc qui était fou pour moi. J'avais mis sur mon profil LinkedIn CEO. Je me suis dit, oh, ça y est, quoi, c'est bon, le titre y est, j'ai mis CEO, je suis devenu chef. Bon, évidemment, c'était pas suffisant, hein, mais il suffisait pas effectivement de mettre le poste pour l'incarner, et je pense que c'était mon problème, c'est que je l'incarnais pas parce que au fond du fond, j'ai jamais eu envie de le faire. Je le faisais parce que c'était moi qui avais créé la boîte, parce que la chance que j'ai eue, c'est que paradoxalement, j'ai eu des salariés plutôt compréhensifs qui ont essayé de me pousser, de m'accompagner en disant non mais Laurent, on te fait confiance, c'est à toi de prendre ce poste-là, etc. Notamment Nicolas qui est associé, il me dit allez, je suis ton numéro 2, je serai jamais numéro 1, ça m'intéresse pas du tout. Je suis là pour t'aider à traduire ce que tu dis, à le transformer en phrase ou en axiome pour les autres. Mais je vais jamais prendre ta place, tu vois, parce que parfois j'étais presque à... Parce que la problématique que j'avais aussi, c'est que la boîte était sur Paris, j'habitais sur Marseille, donc je venais 2 jours par semaine. Mais ça se cachait derrière... Enfin, c'est pas la distance, en fait, c'est la posture que je n'avais pas dans les réunions. Alors après, moi j'ai toujours poussé à l'autonomie, attention. Hein. Conséquence de ça, c'est que les gens avaient énormément d'autonomie, ils étaient responsables. Les gens qu'on embauchait, on leur disait pas ce qu'ils devaient faire, mais ils étaient hyper responsables. Et quand on faisait des réunions collectives, on prenait les décisions ensemble. Et ça m'allait très bien parce que finalement, pour moi, je n'avais pas la science infuse et tout le monde devait prendre la décision ensemble en fait. Et qu'est-ce que du coup
tu retiens ou t'as appris de ce que devait faire un CIO? Et c'est des choses que je n'ai pas faites d'ailleurs, mais en tout cas, il y en a deux principales que je retiens. La première, c'est créer une culture, un environnement qui aide les gens à grandir en tant qu'individus. Par exemple, chez nous, on pouvait dire tout ce qu'on voulait. C'était une de nos valeurs d'ailleurs, de se dire les choses. Donc régulièrement, les gens disaient les choses et cette culture-là d'être transparent, de communiquer de façon, il n'y a pas de limite. Bah, c'était un truc très fort parce que du coup, on se sentait suffisamment bien pour se dire les choses. Et c'est marrant parce que souvent nos réunions se transformaient en thérapie collective. C'est-à-dire qu'il y en a qui pleuraient, il y en a d'autres qui, voilà, il y avait des moments difficiles, mais enfin c'est toujours bien terminé dans le sens où on se parlait, on se disait les choses et c'est ce qui faisait la force. Donc il y avait cet environnement et d'ailleurs c'est marrant parce que cet environnement qui est quand même particulier et ce qui m'a fait plaisir, c'est que 2 anciens salariés sont revenus dans la boîte au moment où je partais. Parce que je pense que c'est une culture de boîte où on se dit les choses, on est bien ensemble, même si c'est parfois dur, on apprend beaucoup de choses. Cette culture, cet environnement, bah c'est important de le créer, de le défendre, tu vois. Et je pense que c'est un des rôles du leader. Deuxième chose qui est importante pour moi, que j'ai pas forcément très bien faite, c'est de porter la vision. Parce que moi, je suis pas très fan de ce mot vision, qui veut tout et rien dire, c'est un peu un mot valise. Mais ce que je veux dire par là, c'est de donner la direction. On peut prendre ensemble les décisions, mais il faut que j'incarne la direction. Je dis, ok, on en est où? Il faut que je donne mon avis. Il faut que je montre, ok, il faut que je sois pas décidé, mais il faut que j'ai des idées. Il faut que enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu donnes le cap. Je donne le cap, exactement. Mais ça veut pas dire que le cap que je vais donner, c'est définitif et qu'il y a que moi qui a la science infuse, mais que je l'incarne et que du coup, les gens peuvent dire non, oui, peut-être, mais que je sois un peu fort sur mes bases. Et c'est quelque chose que je savais pas très bien faire en vrai. Moi, je suis bon à 2-3 parce que j'ai souvent 3 coups d'avance, je sais exactement où je veux aller. Mais quand beaucoup de personnes dans la boîte, je commence un peu mon discours est moins porteur parce que je suis plus trop comment le porter en fait. Ok. Donc voilà, un environnement plutôt sécure, une culture forte et une vision. Voilà, c'est les 2 choses que j'ai trouvé qui étaient importantes. Quelles sont du coup les questions que tu t'es posées quand tu me dis que t'as pris un coach, que c'était pas simple pour toi, etc. Ça a été quoi un peu ton cheminement? Parce que t'as essayé quand même d'incarner ce leader et ce rôle de chef. Ah oui, j'ai beaucoup essayé. Hein. Je pense que les salariés actuels et les anciens salariés pourront témoigner. J'en étais même à faire des réunions individuelles avec quasiment toute l'équipe 1 fois par semaine. Et du coup, je passais mes journées en réunion avec des gens et j'ai essayé et je pense que j'étais pas très bon. J'étais parfois correct, médiocre, mais souvent mauvais parce que ma tendance naturelle, c'est d'avoir une discussion entre personnes, entre collègues et pas une discussion d'une personne qui va essayer de te faire évoluer, essayer de faire accoucher des solutions, t'accompagner. J'étais pas dans cet esprit-là en fait. Moi, j'étais plutôt dans la discussion un peu ping-pong. Ah, t'en es où? C'est cool, t'en penses quoi? Ah, OK, moi je ferais ça. Enfin, tu vois, et je pense que je prévenais pas de notes. J'étais pas investi dans ce rôle. J'avais pas cette distance en fait. Et ce qu'on m'a aussi reproché, c'est que parfois j'écoutais pas assez du coup. Tu vois, parce que t'es dans l'échange. Mais parfois, ce que les gens attendent, c'est tout simplement d'être écouté. Et je pense que je l'ai pas bien fait, pas au bon endroit en tout cas. Ok. Du coup, c'était quoi ta question? Ma question, c'était justement quelles sont les questions que tu t'es posées quand t'étais dans cette recherche de ce que c'est qu'être un chef d'entreprise, un CIO, un manager. C'était pas des questions, ce n'était que des questions. Je n'avais que ça en fait. Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que je peux continuer? Enfin, j'étais permanent. C'était une petite musique qui s'incarnait dans ma tête et. Est-ce que t'avais une vision quand même assez claire de ce que ça devait être et tu te posais la question de comment je peux y arriver moi? Ou est-ce que t'avais même pas trop la notion de ce qu'était un bon leader entre guillemets? En fait, il y a 2 choses que je distingue. Il y a le leader et le manager. J'ai l'impression dans des cours de management quand je dis ça. Hein. Et je pense que j'ai plus une dimension leader, même si j'ai du mal à incarner le côté vision que manager. Tu vois, j'incarne le leader plutôt par l'exemple. Ah, c'est bon, on y va, et puis j'y vais. Et soit les gens me suivent, soit ils me suivent pas. Et je pense que c'est comme ça. Un des premiers salariés que j'avais, je lui dis tiens voilà, tu vas observer les formations que je vais faire, je vais observer la tienne, je te fais des feedbacks. La semaine prochaine, tu as une formation. À bientôt, salut. Et je mettais directement les gens dans le bain. Donc j'ai une façon très très directe et aussi beaucoup d'autonomie. Donc ça ne correspond pas à tout le monde, mais en tout cas, les gens que je recrutais, ça leur correspondait. Donc moi, c'est plutôt comme ça que je fonctionne. Mais je pense que
avec une plus grande équipe, ça n'a pas fonctionné. Tout simplement. Parce que bon, on va en reparler, hein. De toute façon, ça fait partie des questions, mais ça fait partie des questions. Ok. Et donc, à ce moment-là, pourquoi tu vas, au moment où tu vas voir le coach dont tu parles en 2015, pourquoi tu vas le voir? Comment incarner ma posture de chef, en fait? Comment, du coup, on travaillait, on faisait des mises en situation sur sur un entretien difficile, ou sur un moment, une animation d'équipe, ou qu'est-ce que je pouvais dire, comment je pouvais le dire. Parfois, je pouvais être trop direct, parfois, je m'effaçais trop, tu vois. Donc, de retravailler comment être à la bonne place, en fait, avec les mots, dans l'écoute, et pas dans la réaction. Parce que moi, j'ai tendance à être un peu émotionnel. Du coup, je vais réagir. Oh putain, ça m'emmerde, salut. Alors que le chef, un chef, on pourrait dire, ok, je t'écoute, j'entends que t'es en colère. Alors que moi, je pouvais surréagir très rapidement, tu vois. Donc, c'était vraiment de trouver la bonne distance. Je me serais écouté, je me serais auto-viré de chef. Et moi, en fait, il aurait fallu que j'ai un chef pour que je titille tout le monde, que je sois un peu le rebelle dans l'équipe. Or, être un rebelle quand c'est toi le chef, c'est un peu compliqué. Tu vois, donc j'avais du mal à trouver la bonne place, parce que j'avais tendance à ouvrir ma gueule et tout de suite être dans l'argument, alors que j'ai peut-être une conception du chef qui est au top, genre le mec qui écoute toujours, qui reformule intelligemment, etc. Mais moi, j'étais émotionnellement très impliqué. Ok. Tu vas voir ce coach parce qu'en fait, toutes les situations, de ce que je comprends, toutes les situations un peu du quotidien, elles sont pas simples pour toi, ou en tout cas, t'essayes de voir ce qui marche pas. Exactement. Pour essayer de trouver la ligne. C'est une excellente reformulation d'un manager. Donc quand même, il y a un moment donné où tu fais le constat que ça marche pas. T'as essayé, t'as pris un coach pendant 3 ans, etc. Comment ça se passe, ce constat? Parce que ça doit être pas simple quand même à vivre. Alors, c'est pas simple, et il y a eu un facteur accélérateur qui s'appelle la quasi-cessation de paiement. D'accord, c'est un bon facteur. C'est un bon facteur, en fait. Bon, faut bien se dire, j'ai essayé. Je pense que j'étais pas très heureux dans mon job, et c'est marrant parce que une des salariées qui s'appelle Marion, qui est maintenant la nouvelle directrice de l'entreprise, m'a dit un jour, tu sais Laurent, je pense que dans cette boîte, t'es le seul qui s'est fait vraiment chier dans son poste. Et ça se voit. Bim. Et là, je me suis assis, je l'ai regardé, je fais, ah oui, t'as raison. Et en fait, j'ai vraiment compris, enfin, je le sentais dans mon corps, mais quand elle me l'a dit, je me suis dit, ah ouais, elle a raison, mais je voulais pas me l'admettre, en fait. Parce que c'était ma boîte, c'était mon bébé, je l'avais construite de mes mains, j'avais sué sang et eau pendant aussi très longtemps, et je voulais pas le reconnaître, mais elle avait raison. C'était pas mon truc, en fait. J'étais arrivé à un moment où c'était pas mon truc, et du coup, pour faire le lien avec ce que je te disais, c'est qu'on arrive en octobre 2019. On avait fait un prêt de 250 000 euros avec BPI, la banque, tout ça. Mais en étant une boîte de formation, on a une variabilité dans les sous qui est plutôt en fin d'année. Donc on a beaucoup de sous qui rentrent, mais plus tard. Donc en général, on a un gros trou de trésor autour de novembre-décembre, et à partir de février, ça repart. Et la boîte grossissait, hein. On est passé de 200 000 euros à 700 000 euros de chiffre d'affaires, puis 900 000, puis maintenant quasiment 2 millions. Mais il n'empêche que malgré le fait qu'on grossissait, le trou de trésorerie, on avait des délais de paiement qui s'allongeaient, et on s'est rendu compte que la boîte n'avait plus que 3 mois à vivre. Je le partageais sans le partager, les gens de l'équipe voyaient bien, avec Nicolas me disait, ah, c'est bon, mon associé dans la boîte me dit, bah Laurent, c'était cool qu'on ait bossé ensemble, je pense que là, dans 4 mois, la boîte est fermée, je vois pas comment on peut s'en tirer. Ça marchait, mais on avait juste des problèmes de trésorerie, et vraiment on avait 4 mois, c'était juste mathématique. Et un jour en novembre, je te raconte une scène un peu difficile, j'étais venu à Paris, et je me lève un matin, je prends ma douche. Alors je prends des douches froides, hein, c'est très étrange, mais bon bref, ça c'est une autre histoire. Et je me mets à pleurer sous la douche, en me disant, en fait, c'est fini, en fait. Ce que j'ai construit, je vois pas comment on peut s'en tirer. C'est très bizarre, je me suis mis à pleurer comme un enfant pendant 5 minutes sous la douche, et j'ai arrêté la douche. Je me suis dit, je vois pas trop ce que je peux faire, je pense que j'ai fait ce que j'ai pu. Enfin, vraiment, je pense que j'ai eu une sorte de réalisation que ça allait pas, je savais pas trop comment m'en tirer. Et
dans une soirée, quand j'habitais à Marseille, hein, j'avais rencontré un autre entrepreneur qui avait eu des difficultés, qui me dit je me suis fait accompagner par 2 types, ils sont géniaux, tu vas voir, c'était un problème, ils pourront t'aider à retourner la boîte, etc. C'était resté dans un coin de ma tête et un des salariés m'a dit bon Laurent, je pense que là tu vas pas bien et je pense que la boîte va pas bien. Il faut vraiment qu'on fasse un truc, qu'on se fasse accompagner, il doit y avoir des solutions. Et je repensais à ces 2 types-là qui accompagnent des boîtes en difficulté et je les ai contactés. À ce moment-là, j'ai dit à l'équipe je pense qu'on va fermer les locaux. Et c'était dur quoi. Enfin, les gens pleuraient parce que les gens n'étaient pas d'accord, c'était trop vite, je savais pas trop quoi faire. Enfin, j'étais vraiment perdu et je pense que ma souffrance dans ma posture de chef, dans la difficulté, elle s'est accélérée. Et pour eux, et pour moi. Parce que je savais pas quoi faire, parce que j'étais paumé, parce que je me confiais pas assez. Je sais pas si j'aurais pu me confier plus, mais en tout cas, j'étais paumé, je savais pas trop quoi faire et ça a été un accélérateur, les difficultés, en fait. Et les gens qui nous ont accompagnés ont tout de suite dit, OK, on va arrêter tout de suite de payer TVA, URSSAF. En sachant que on était donc une dizaine, que chaque mois on devait déverser, je sais pas, entre la TVA et l'URSSAF 70 000 euros. Donc c'est-à-dire qu'on arrêtait de se payer 70 000 euros à l'État tout de suite maintenant. Du coup, j'allais probablement assez rapidement me retrouver avec des huissiers, tout ça. Enfin voilà, mais c'est ça, il fallait qu'on arrête parce que sinon effectivement en mars, donc on était en novembre-décembre, c'était fini. Donc on a tout de suite arrêté de payer le loyer, la TVA, l'URSSAF, etc. On a tout arrêté de payer et on s'est fait accompagner par ces 2 personnes-là et bon, voilà, ça a été un peu un moment clé. Je te la fais, je sais pas si je te fais la version longue ou pas la version longue, mais dès le démarrage de la mission, j'ai dit à une des personnes qui nous accompagnait, moi de toute façon, je sais plus quoi faire, j'ai plus vraiment envie de gérer la boîte. Est-ce que toi ça t'intéresserait? Alors c'est marrant parce que ce que je dis, les salariés ne le savent pas tous, qu'à un moment donné j'ai pensé même à une des personnes qui nous accompagnait pour me remplacer en tant que directeur général parce que je me sentais plus de le faire, j'avais plus la patate, j'avais plus la motivation, j'avais plus l'énergie et pire que ça, j'avais mal au bide tous les matins, tous les dimanches soirs quand il fallait aller au boulot. Tu vois, je dis il fallait aller au boulot alors que c'était ma boîte. J'avais mal au bide, j'avais peur du lundi. Enfin, j'ai l'impression de devenir un salarié, quoi. Le problème, tu vois, de cette situation, c'est que j'ai devenu un salarié dans ma propre boîte, quoi. Et c'était horrible. Et du coup, la conséquence de tout ça, c'est que j'étais pas bien. Et je pense que j'ai pas été très cool dans le sens où j'ai pas, avec mon associé Nicolas, je l'ai pas défendu. À un moment donné, il aurait fallu que je le défende par rapport à une situation difficile. J'ai pas été présent, tu vois. Donc, j'étais pas bien. Et tous les salariés, à un moment donné, en avril, m'ont dit, bon, Laurent, faut que tu t'arrêtes à un moment donné parce qu'on sent que ça va pas bien du tout. Et je me suis arrêté pendant 3 semaines. Et c'est marrant parce que quand je suis revenu, la boîte, ça allait beaucoup mieux, mais ça n'a rien à voir. Alors, ça n'a rien à voir avec moi directement. Attention, j'explique. Parce que grâce au Covid, la boîte a multiplié, on a cartonné en termes de chiffre d'affaires parce qu'on est l'école de recrutement. On a un cœur qui est de la formation en ligne. Et la formation en ligne certifiante, on était les seuls à le faire. Donc à partir du moment où le Covid est arrivé, il y a eu tout un dispositif de l'État qui a financé des formations gratuitement. On a fait un chiffre d'affaires de malade et la société s'est totalement retournée. Donc c'était cool ça pour ça. Mais une bonne opportunité ce Covid finalement. Exactement. Par contre moi, au bout de 3 semaines, quand je suis revenu, non, je vais pas arrêter. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis revenu en me disant non, je vais pas arrêter, je vais reprendre. Donc je suis revenu en juin tout feu tout flamme, mais j'étais décalé par rapport à toute la boîte en fait. Tu vois, je me mentais à moi-même, j'étais à côté de moi-même. On a fait une réunion ensemble en groupe en juillet, j'étais présent sans être présent, tu vois, je parlais plus beaucoup, j'étais paumé en fait. Parce qu'il y avait une partie de moi qui savait que c'était fini, mais je voulais pas l'admettre. Je pouvais pas l'admettre, en fait, c'était horrible. Merci déjà pour ce témoignage. Comment ça se passe ta prise de décision? En fait, il y a un truc qui est vachement bien, c'est des vacances. Je suis parti en vacances pendant 3 semaines, 1 mois, 3 semaines. Et au bout de 2 semaines, je me suis dit, en fait, faut que j'arrête. C'est une évidence, quoi. Je suis arrivé au bout de mon chemin. Et c'était à moi de prendre la décision. Je pense qu'il y en a certains salariés, ils le savaient. Et il y en a d'autres qui pensaient pas que je devais arrêter, hein, très clairement. Mais je me suis rendu compte que fallait que je le fasse. Et il y a quand même un point important qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on est entrepreneur, on n'a pas de chômage. Donc si j'arrête, j'ai 0. Et c'était aussi, entre guillemets, ça rentrait en ligne de compte. J'ai 2 enfants, tout ça. Je me disais, ok, arrêter comment? Et au départ, on était parti sur un
sur un deal où je restais salarié de la boîte, président, donc j'avais une forme de rémunération pendant quelques temps. Mais c'est pas tout à fait passé comme ça. Donc tu pars en vacances. Ouais. Là finalement avec la prise de recul, tu te dis je sens que je vais pas y retourner, puis c'est pas si grave que ça en fait. Tu t'acceptes que l'histoire de l'école du recrutement va se terminer. Ce que t'acceptais pas avant, ce que je comprends. Ouais, je pouvais pas en fait. J'étais pas prêt. Et avant peut-être de passer au moment où la coupure se fait, juste quel était l'impact de ton mal-être sur tes équipes? Tu disais les gens voyaient bien que j'étais pas bien, que j'étais à côté de mes pompes, etc. Mais le fait d'avoir un leader absent, les gens ils disaient quoi? Enfin ça, avec le recul, quel a été l'impact sur le collectif? Alors le premier impact qui était intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait une réunion d'équipe, on passait probablement 1 heure sur mon cas. Donc déjà, c'était terrible parce que moi qui n'aime pas spécialement qu'on parle de moi, là pour le coup, en tout cas dans ces termes, en tout cas, et je pense qu'on passait beaucoup de temps sur mon cas et je pense que ça drainait beaucoup d'énergie pour tout le monde. Tu vois, ça c'était le premier sujet. Et deuxième sujet, ça crée de la souffrance, je pense, pour pas mal de personnes, 2-3 personnes dans l'équipe ou qui ont essayé de m'aider ou qui voyaient que il y avait pas de leader mais qui pouvaient pas prendre encore la place et qui se disaient mais qu'est-ce qu'on fait, où on va, enfin, je pense que je vais pas dire que j'étais maltraitant parce que c'est pas ma façon d'être et si je le fais en général c'est plutôt par inadvertance que de façon volontaire. Mais avec une personne, notamment mon associé de l'époque, donc Nicolas, j'ai pas été soutenant et il m'en a voulu, donc il y avait beaucoup de tension de ce point de vue-là, donc c'était pas les meilleures conditions. Enfin voilà, je pense que de façon indirecte, j'ai créé de la souffrance dans les équipes et c'est un truc qui me fait beaucoup de peine, tu vois, avec le recul. C'est mon regret. Alors j'ai plusieurs regrets, mais ça fait un partie des regrets, c'est que je pense que si j'avais pris le temps de mieux me connaître, de savoir quelles sont mes limites et jusqu'où j'aurais pu aller, j'aurais pu partir plus tôt et faire quelque chose de mieux, de plus préparé, de partir mieux en fait, pour que moi j'ai plus mal de bide et pour que les équipes soient plus en souffrance, tu vois, des tensions, il y a plus de personnes, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va devenir quoi dans un moment où il faut quelqu'un, parce que forcément quand il y a une tempête et qu'il n'y a pas de capitaine, bah le bateau, waouh, c'est chaud quoi. Ouais, parce que même si tout le monde était très autonome, etc., il y avait quand même des moments, alors avec ce problème en plus financier, puis après j'imagine quand même le Covid, où même si ça vous a rapporté pas mal d'argent, ça a quand même été une grosse période d'incertitude. Ouais, très clair. C'est sûr que ça crée de l'incertitude et ce contexte safe dont tu parlais tout à l'heure, ça fait une entreprise où les salariés ne se sentent pas forcément en sécurité. On avait prévu au départ que je sois président, donc je reste dans la structure. Et là où j'ai fait une bêtise et je m'en voudrais toute ma vie, mais c'est fait. Donc on a eu une réunion en septembre où j'annonçais donc mon départ, etc. Je devais partir. Septembre 2020. Ouais, septembre 2020. Et donc je suis arrivé à cette réunion et en fait je me suis dit tiens je vais rester président, mais à côté de ça je vais faire d'autres choses dans le recrutement. Je vais continuer d'autres activités dans le recrutement, mais ça sera pas de la formation, mais je vais avoir une autre activité dans le recrutement. Et ça, j'ai dit ça aux équipes. Et là, je m'en veux, hein, parce que c'est 2 erreurs. La première, c'est là où, tu vois, dans le recrutement, je pense que j'étais extrêmement connu. Ça faisait 10 ans que j'étais dans le recrutement, donc j'avais un impact. Beaucoup de gens achetaient ou me connaissaient, donc j'avais un côté, la marque Laurent Brois dans le recrutement était très connu, et c'était vraiment un asset très fort pour l'école de recrutement. Et du coup, de dire que j'allais faire autre chose, mais dans le recrutement à côté de l'école de recrutement, pour eux, c'était une forme de trahison, en fait. Très clairement. Et ils m'ont dit, attends, tu veux rester président, mais tu fais autre chose dans le recrutement à côté. Ça sonnait faux. Et ils m'ont dit, mais tu te fous de nous, en fait. C'est pourquoi, soit tu fais autre chose, mais tu restes président, mais tu t'es pas dans le recrutement. Et cette réunion était très compliquée pour moi, très clairement. Et je me suis dit, mais après coup, quelques mois après, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis raccroché à des branches, parce qu'en fait, ça fait 10 ans que je fais ça. Pour moi, j'avais que ça. Hein. Mais avec le recul, je me suis dit, mais en fait, j'avais qu'une envie, c'était de faire autre chose. Mais à ce moment-là, j'ai pas eu de vision. J'étais tellement mal que la seule option que j'avais, c'est de me raccrocher à ce que je connaissais. Et me raccrocher à ce que je connaissais, c'est le recrutement. Ça aurait pu être autre chose, mais c'est ce que je connaissais. C'est là où était mon réseau. C'est là où les gens me reconnaissaient. C'est là où j'avais le business, tu vois.
Et très clairement, ça s'est mal passé. C'était pas le départ que j'aurais voulu, tu vois. Je suis vraiment parti un peu en queue de poisson. C'était pas le départ que j'aurais aimé avoir. Le jour de septembre, pour moi, c'était une des dernières réunions d'équipe. Et faire une dernière réunion d'équipe dans cette situation-là, c'est très douloureux pour moi, en fait. J'ai fait tout pour que ça se passe bien après, parce que je me suis rendu compte que, en fait, c'était ma volonté à moi et que j'ai voulu les embarquer sur un truc qui était pas juste pour eux et pour la boîte, en vrai. Donc, j'ai fait tout ce qu'il fallait après et c'était un peu ma croix, en fait, de départ. De départ, exactement. Et d'ailleurs, je sais pas quand va sortir cet épisode, mais moi, j'ai prévu dans l'apprenti de raconter aussi mon histoire avec mes mots, avec des extraits sonores que j'ai enregistrés de réunions, pour vraiment aussi faire raconter que les gens pour lesquels c'est difficile d'être chef, pour lesquels c'est difficile d'être manager, pour lesquels monter une boîte, c'est une douleur, et que quand ça atteint un certain niveau, il faut savoir reconnaître quand il faut partir. Je le ferai, je raconterai cette histoire-là avec mes tripes, et ça sera aussi pour moi une façon d'exorciser cette expérience. Alors, ça fait lien avec la question d'après, c'est quel est ton conseil ou tes conseils pour des managers, des leaders, des chefs d'entreprise qui sont dans une position qui ne leur correspond pas? Et peut-être le conseil que t'aurais aimé avoir? Le conseil principal, c'est d'écouter son corps, en fait. Parce que moi, pendant 1 an, j'avais mal au bide. Et c'est con, hein, mais mon corps me disait « Non, Laurent, faut que t'arrêtes, il y a un truc qui se passe là, il y a un truc qui est pas juste. » Et le décalage entre le physique et le mental était tel. Alors, je pense pas être quelqu'un du burn-out, mais au moment où je me suis arrêté en avril, j'étais au bout du rouleau, mais je sais pas si j'étais au burn-out. Je pense que j'étais pas bien, mais j'étais pas au burn-out. Mais néanmoins, il y avait ce décalage entre le corps et le mental qui était super fort. Donc, premier conseil, faut écouter son corps. Qu'est-ce que dit ton corps? Est-ce que ton corps, il te dit, t'as mal au dos, t'as mal au ventre? Moi, c'était le bide. Vraiment, hein, c'est écouter son corps et s'écouter soi, en fait. Et souvent, comme on est trop dans le mental, notre corps va nous dire un truc, nous envoyer un message. Il m'a envoyé des messages. Et je les ai pas écoutés. Moi, je me mets à la place de quelqu'un qui écoute son corps et son corps lui dit qu'il faut qu'il s'en aille. Tu disais tout à l'heure, il y a déjà la peur, je sais pas quoi faire d'autre, et j'ai des contraintes financières, des obligations financières, des prêts, des enfants, etc. Comment je fais pour gagner ma vie en faisant autre chose que je ne connais pas et je sais même pas vers où aller? Est-ce que t'as des conseils aussi pour ça? De toute façon, le premier step, c'était de reconnaître que j'étais pas bien. Et je pense que j'ai pas réussi déjà à même arriver. Il aurait fallu je reconnaisse cette douleur, que je me reconnaisse à moi-même, j'étais pas bien. Je le savais que j'étais pas bien, mais que toi, je le formule très clairement. Et une fois que je l'avais formulé, il aurait fallu que je le dise. Je disais, ok, voilà ce qui se passe, voilà ce que j'ai envie de faire. Soit on trouvait dans la boîte une façon pour moi de trouver ma place, soit on trouvait pas dans la boîte une façon de trouver la place. Et dans ce cas-là, on aurait acté mon départ. Et j'étais dans une boîte où on aurait pu se permettre de dire, ok Laurent, t'as pas ta place, tu pars, on trouve une façon financière de te rémunérer et ça aurait fonctionné. J'en suis persuadé. C'est juste que j'ai trop attendu et la situation s'est trop dégradée. Je n'aurais pas dû attendre. Et ça, c'est évident. Mais du coup, je pense que c'est plus on attend, pire c'est. Et par rapport à ce que tu disais aux contraintes financières, et derrière, tu dis 2 choses qui sont intéressantes. Tu parles de la peur de l'inconnu, du fait de se lancer dans un nouveau truc, en sachant qu'on a toujours fait une chose. Moi, j'ai toujours été dans le recrutement depuis des années. Et me dire, ok, je vais me lancer dans un truc qui n'a rien à voir. C'est un peu la peur du vide. Mais entre la peur du vide et le mal-être, en général, alors souvent on choisit le mal-être, mais je peux vous dire, la peur du vide, c'est pas grave, faut y aller. Parce que vous n'avez pas grand-chose à perdre, parce que vous pouvez toujours assurer vos arrières, que ce soit avec du pôle emploi, il y a toujours des façons créatives de trouver des choses simples. Vous avez une femme qui peut vous aider pendant quelques temps. Enfin, on peut s'arranger. Je pense à un exemple d'une personne qui travaille avec ma femme. Cette personne-là, elle est très malheureuse dans son boulot et son mari lui dit, écoute, on s'en fout. Je suis prêt à vendre la maison. Moi, je m'en fous. Si on est dans un petit appart avec nos enfants et que tu es heureuse, qu'on doit réduire nos dépenses,
moi ça m'est égal si je dois t'aider. Mais le mal-être, on n'a qu'une vie, quoi, et passer des années au mal-être versus la peur du vide, c'est le coût, il est trop élevé. Je pense que j'aurais fini avec un ulcère, dans le meilleur des cas, si c'est pas autre chose. De toute façon, le mal-être, il est là. Et donc en fait, c'est pas avec le temps qu'il va s'améliorer, voire ça va être pire. Et donc à un moment donné, autant être un peu maître de son destin. Au moment où on a le choix, où ça peut être constructif, où on n'est pas encore trop mal, plutôt que d'aller droit dans le mur et finalement soit partir en burn-out, soit se fâcher, soit vraiment presque être mis à la porte ou autre, quoi. Exactement. C'est un bon conseil. Alors aujourd'hui, tu fais un job qui n'a rien à voir, qui est créatif. Comment tu le vis et comment t'as peut-être sauté les 2 pieds dans la création du podcast? Je me régale parce que j'ai retrouvé du temps long. Du temps long, ça veut dire quoi? Je passe des heures sur un seul et même sujet. Et ça, c'était un truc que j'avais totalement perdu. Je passais beaucoup de temps à répondre à des mails. Je recevais 300 emails par jour. J'étais sans arrêt en réunion. Et en fait, retrouver ce côté très créatif. Alors, je pense que je le reperdrai un petit peu parce que aujourd'hui, je suis dans le podcast, mais je sais qu'à terme, je voudrais peut-être faire un média ou refaire un studio, m'associer. Donc, je vais reperdre un peu cette créativité, mais je vais quand même la protéger au maximum pour me créer un environnement qui soit le plus favorable possible à ce temps long. C'est-à-dire que passer du temps de qualité à ne faire qu'une seule chose. Moi, je suis introverti très clairement. Hein. Moi, je me ressource en étant seul avec un livre, en ne faisant qu'une seule chose. Ça me va très bien. Et d'avoir retrouvé ça, je m'éclate, je me fais plaisir, je lis, je réfléchis, j'apprends aussi à aimer le travail sur la voix, qui est un travail qui est long, mais ouais, je me régale. J'ai l'impression d'avoir rajeuni, quoi. En partant, il y avait quelqu'un qui me disait, Laurent, j'ai l'impression que t'as régressé ces dernières années. Et c'est vrai, je régressais, je rapetissais un petit peu, alors que là, ça y est. J'ai retrouvé cette liberté, ce mouvement. J'ai l'impression de retrouver de la créativité, de l'envie. Je retrouvais de la vie, en fait. Et ça, ça a pas de prix, en fait. Quand je suis avec mes enfants, quand t'es pas bien, ils le sentent. Et du coup, dans l'interaction que t'as, elle est pas la même. Je retrouve mon âme d'enfant avec mes enfants, je joue avec eux. Enfin, tu vois, j'ai retrouvé une étincelle, en fait, que j'avais perdue et que j'avais laissé mourir un jour sous une douche, un jour d'hiver. C'est super joli ce que tu dis, ça, c'est émouvant. En tout cas, moi, ça m'émeut. Merci. Je te propose de nous arrêter là. Est-ce que tu peux peut-être juste nous dire 2 mots de où est-ce qu'on te suit sur les réseaux? Comment on suit l'apprenti? C'est quoi la suite pour toi avec l'apprenti? Alors, c'est simple, vous tapez l'apprenti dans n'importe quelle appli de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Vous le trouvez facilement. Et puis sinon, vous avez un site, l'apprenti.fr, sur lequel vous avez la version écrite de mes épisodes, parce que je sais que ça ne correspond pas à tout le monde l'oral. Donc il y a aussi la version histoire. Et j'ai de plus en plus de gens qui préfèrent la version histoire. Il y a des gens comme ça, qui n'aiment pas l'oral. Donc voilà. Et la suite pour moi, et je pense que ça va te faire écho, c'est qu'il faut que je trouve un modèle économique. Et moi, la suite pour moi, ce sera probablement un projet un peu plus grand qu'être seul. Ce qui est paradoxe avec tout ce que je viens de dire, mais c'est de trouver le bon format. C'est-à-dire, est-ce que ça pourrait être un studio de podcast? Est-ce que ça pourrait être un média? Est-ce que ça pourrait être ou à ce moment-là, je serais payé par des entreprises pour raconter leurs histoires, par exemple, tu vois, ça pourrait être ça. Mais du coup, ça nécessairement, j'aurais des compétences qui travaillent avec moi, je serais un peu plus que mais probablement quelque chose comme 4, 5, 6 personnes. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai appris de ce qui m'est arrivé. Et ça va être mon objectif de trouver une personne avec laquelle je vais m'associer pour justement construire l'environnement qui me correspond et avec lequel je vais pouvoir faire des choses qui me plaisent de façon durable. Je ne veux plus jamais que ce qui m'est arrivé se reproduise et vraiment je veux mettre en place l'entreprise qui me correspond le plus et vraiment ne pas reproduire ça et pour moi et pour les gens avec lesquels je travaille. C'est très courageux et je te souhaite beaucoup de réussite. Merci Sophie. Et continue à régaler nos oreilles avec tes histoires. Merci Sophie. Hello, j'espère que cet épisode vous a plu. Alors, je ne pose jamais cette question d'habitude, mais une fois n'est pas coutume, je vais vous demander comment vous allez après l'écoute de cet épisode. Personnellement, l'histoire de Laurent m'a beaucoup parlé, donc à la fin de notre interview,
Et après avoir réécouté notre échange, j'étais à la fois apaisée et reconnaissante d'avoir entendu son témoignage. J'imagine que cet épisode résonnera chez chacun d'entre vous différemment en fonction de là où vous en êtes dans votre vie. Ceux qui ont suivi le même chemin que Laurent seront sûrement ravis de se retrouver dans cette histoire. Ceux qui managent des collaborateurs qui ne sont pas à leur place auront peut-être à cœur de partager cet épisode avec leurs collègues ou leurs amis et j'espère que ça les aidera à mieux les comprendre. Pour ceux qui ne se sentent pas à leur place mais qui ont peur de changer leur situation, j'espère de tout cœur que ce témoignage pourra vous aider dans la construction de votre prochaine étape. Ma grand-mère disait souvent « Si tu n'es pas bien là où tu es, bouge, tu n'es pas un arbre ». Et l'histoire de Laurent, c'est un peu ça. Je retiens quelques messages forts et des bonnes pratiques que Laurent nous a partagées. La première, c'est de parler de sa situation. À un coach, à des collègues, à des amis peut-être. En tout cas, ça aide à cheminer et ça aide aussi à mieux se connaître. Ce que je retiens aussi, c'est que ça prend du temps de savoir où on va. Il faut accepter parfois de passer par des hauts et par des bas pour in fine avoir un déclic et passer à l'action et changer sa situation. Les moments de prise de recul qui ont toujours été assez bénéfiques à Laurent, à la fois soit son arrêt, soit ses vacances. Et donc c'est important d'avoir des moments de prise de recul pour faire le point et savoir où on va. Le quatrième message que j'ai trouvé aussi très puissant, c'est de prendre conscience qu'une situation de mal-être qu'on ne traite pas va s'empirer. Donc autant la traiter le plus vite possible, même si la solution et le traitement peut être douloureux et fait peur. Voilà, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi tout au long de cet épisode et tout au long de la saison 1. Si vous n'avez pas écouté les 19 autres épisodes, je vous invite à le faire. Si vous aimez Chef, si cet épisode vous a plu, je vous invite à partager le podcast à au moins 2 amis autour de vous. Et puis si vous m'écoutez sur Apple Podcast, commentez et laissez-moi un avis, ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup à faire connaître le podcast. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous retrouve en septembre pour la saison 2. Ciao!